Je quitte l'avenue Lumière et j'emprunte l'avenue Jean Jaurès. Je me rends compte que spontanément, lorsqu'on me demande de quoi parle le podcast, j'évoque jamais la dimension et la question de la paternité. C'est souvent autour et uniquement autour de l'expérience sociale d'un homme noir durant 24 heures. Je ne sais pas ce que ce manquement dit de moi. Peut-être que j'estime que c'est un sujet trop touchy pour en parler pendant 30 secondes. Mais il va falloir que je le mette sur la table. Jour noir. Épisode 2. Soleil de midi. Midi, rue, 10e arrondissement. Encore la rue, encore la marche. Cette fois-ci, je ne croiserai aucun regard. J'ignorerai toutes les peurs éventuelles. Je m'accorde ce moment d'égoïsme. J'aime bien cet espace parce qu'il y a 2-3 terrasses assez sympas, très bondées. Je vais pouvoir mettre mon casque, poser mon ordi, être en totale immersion, travailler. Je sais déjà ce que je vais prendre. La chose la plus simple, la plus rapide, comme d'habitude, un allongé. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que je me pose sur une nouvelle terrasse, à chaque fois, j'ai la même appréhension. Me voilà enfin à la terrasse du restaurant. J'aime ces endroits. Le mouvement, le bruit et l'agitation propre au service favorisent grandement ma capacité de concentration et d'écriture. Mais dans ces mêmes espaces, les terrasses de restaurant, se pose à moi toujours la même question. La question se pose de savoir, suis-je le bienvenu ? Si ma présence n'est pas gênante. Je m'installe en silence. Je sors mon ordi que j'ouvre doucement. Je mets un casque pour ne rien entendre. Je me la pose à chaque nouvelle terrasse, ouais. C'est aussi pour ça peut-être que j'ai mes habitudes. Je tourne autour des 4-5 mêmes terrasses. Au moins là-bas je sais. Le serveur arrive. Je dois être rapide dans ma commande qui doit être simple. Je ne veux pas le déranger. Bonjour. Je vais vous prendre un allongé s'il vous plaît. Non, ça ira sans verre d'eau. Je suis con, j'en voulais un. Laisse tomber. Ne le dérange pas davantage. Je kifferais qu'il revienne avec l'allongé seul. Vous voulez un verre d'eau ? Fais-toi petit, fais-toi discret. Mets des lunettes. Ça fera plus sérieux, plus intello, moins suspect. Ne fais pas de bruit en aspirant ton café. Ne fais rien tomber. Sois clean. Une table avec 2 dames. Il y a une autre table à côté avec 2 messieurs. Tous sont blancs. Il y a une table qui a l'air d'être un rendez-vous pro et l'autre qui a l'air d'être un repas. Et juste à côté, il y a peut-être un couple avec une femme blanche et un homme noir. Et il semble être à l'aise. Je regarde son langage corporel. Il prend place. Comme s'il se disait qu'il était légitime à être là. Il a un certain âge. Peut-être qu'il est éloigné de ces considérations-là aussi. Ou qu'il les vit moins. Ou qu'il en a moins conscience. Il ressemble à MC Jean Gabin, avec son journal L'Équipe. Le serveur revient vers moi. Vous souhaitez que je vous règle maintenant ? Bien sûr, bien sûr. Le fameux moment de la note, le moment du pourboire. Je suis obligé de laisser un pourboire, toujours. Non pas par altruisme, mais probablement pour compenser la gêne éventuelle occasionnée par ma présence. Pourboire. Tenez les 2 € pour le café et 2 € pour vous. Mais sinon, elle a qu'à faire un métis. C'est drôle que tu dises ça parce que finalement, parfois, même de manière inconsciente, dans le choix du partenaire, il n'y a pas aussi un choix de blanchir sa progéniture. Ouais.
Tu vois. Et dans ce choix de vouloir blanchir sa progéniture, est-ce qu'il n'y a pas aussi une manière de se dire je vais faire en sorte que ta couleur de peau soit pas tout à fait la même que la mienne pour ne pas que tu subisses tout à fait les mêmes choses que moi. Tu vois, c'est une vraie question. Mais je sais que moi, ça m'a traversé l'esprit mille fois. Est-ce que j'ai envie de transmettre ça comme elle est, avec ce que ça implique, tu vois. C'est assez ouf, quoi. Moi, j'ai envie de transmettre les cheveux crépus, j'ai envie de transmettre... Après, toi, t'es déjà métisse. Ouais, c'est vrai que je suis métisse. T'es très algérienne, en réalité. Ouais. Je croise l'un de mes amis d'enfance venant du quartier. Nous nous saluons. J'observe un sourire en coin lorsque je lui indique que je travaillais depuis la terrasse. Je l'invite à prendre, sur cette même terrasse, un café un de ces jours. Mais il refuse. Il refuse en m'indiquant, gêné, que ce n'est pas fait pour les gens comme lui, les terrasses. J'ignore encore s'il faisait référence à sa couleur de peau ou à sa provenance sociale et géographique. Le quartier. Ce n'est pas fait pour nous, les terrasses. Mais nous aussi, je trouve aussi, on se rabaisse un peu sur le fait que C'est ça. c'est-à-dire, en fait, il y a un jour, et ça a été marquant un jour sur cette aspect-là, il y a un jour, je sais plus, on était en train de faire soit un jeu, ou soit c'était une activité. C'était dans le cadre d'une formation. Tu sais, à un moment donné, on devait se positionner. On était 3 Renois dans le truc. Et nous, tout de suite, on s'est positionné derrière. Il y a un Français, il est venu, il nous a dit quoi? Il m'a dit, mais... Enfin, c'est un blanc, Vous êtes trop stigmatisés en Il me fait. dit, mais vous faites quoi, les mecs? Comment ça, on fait quoi? Ça rien. Il me dit, mais pourquoi vous êtes mis derrière comme ça et tout? Il me fait, mais vous vous rendez pas compte? Et tout de suite, il a eu le souci pour nous, tu vois. Nous, on n'a pas eu ce truc-là, tu vois ce que je veux dire? C'était naturel. C'était naturel, tu vois, on s'est mis derrière parce que moi, quand tu vois. Pourquoi? Mais, hein? Pourquoi, à ton avis? Mais je sais pas, en fait, tu vois, pour moi, je me suis dit, vas-y, on se met derrière parce que, tu vois, voilà, je sais pas, c'est une habitude, tu vois. Est-ce que c'est parce que tu penses que tu ne te sentais pas légitime d'être devant? C'est pas que je me sens. Inconsciemment, il y a un peu de ça. Ouais, il y a ça, mais On tu l'a sais, tous, inconsciemment. je sais pas, tu vois, tu dis en gros. Après, tu vois, il y a des trucs c'est un peu culturel. T'as l'impression qu'on a ça en héritage aussi. Cette sensation de ne pas vouloir gêner, de ne pas vouloir être trop visible. Bonne question, active. Ouais, un peu quand même. 15h. Rue, 19e arrondissement. En rentrant chez moi, dans la rue, je deviens spectateur d'une dispute entre un homme imposant et une femme. Le ton monte. L'homme est virulent et semble pouvoir s'en prendre physiquement à cette femme qui n'en démord pas. Quelques rares passants s'arrêtent, mais semblent suffisamment intimidés par la carrure de cet homme pour ne pas intervenir. Quelques regards de passants s'attardent sur moi, avec insistance. Ces regards, tous à l'unisson, m'indiquent d'intervenir. Pourquoi moi plus qu'un autre? Mon corps, celui-là même qui beaucoup trop souvent effraie, devient curieusement rassurant. Je me sens piégé. Piégé car mon corps leur dit une violence que je ne suis pas. Je vais devoir risquer ma vie davantage que les autres. Le collectif a silencieusement décrété que mon corps est plus à même de dissuader, de blesser et surtout de souffrir. Mon corps est censé éteindre ma peur. Seulement, j'ai aussi peur que tout le monde. Je me dirige alors vers cet homme afin de le calmer. Je comprends qu'il est accusé d'avoir volé le sac à main de cette femme. Lui nie en bloc. Elle est absolument persuadée de la véracité de son accusation et sort son téléphone pour appeler la police. Elle me demande de contenir l'individu en attendant qu'ils arrivent. J'hésite. Je me projette dans un autre contexte en pensant qu'en temps normal, si j'avais croisé cette même femme dans la rue, c'est moi qui aurais pu lui faire peur. Je suis à la fois l'objet potentiel de sa crainte et son sauveur. Je suis à la fois son ange et son démon. Après un moment de réflexion, et malgré la peur, j'invite cet homme à se mettre dans un coin dont je ferme ensuite l'accès avec mon corps. Il est en face de moi, bloqué, et je suis incroyablement surpris et soulagé qu'il ne tente rien. Peut-être est-il lui-même intimidé par moi. Les policiers arrivent, et je m'en vais sous les félicitations des passants, mais cela ne me réjouit absolument pas. Car une nouvelle fois, mon corps a encore été enfermé par la dangerosité qu'il suppose.
chef, la dernière fois, il disait, bon, c'est un Renoir lui-même, il disait, ouais, là, je cherche un bon Renoir. Un Renoir, un galbé pour les jeunes, parce qu'on avait des jeunes qui étaient relous. Et il disait, ah là, il me faut un bon Renoir, là. Un bon Renoir qui leur ferait peur, du coup. Ouais. T'as vu, c'est ouf, hein. Mais lui-même, c'est un Renoir. On a les mêmes croyances. Ouais. Parfois, tu vois. C'est là que ça Ouais, se- bah oui, non, mais c'est ça. 18h. Métro, ligne 2. 18h, métro. Je me rends chez une amie qui organise un apéro dans son appartement. Elle habite non loin de chez moi, mais je dois emprunter le métro pour m'y rendre. La ligne 2, la ligne bleue. Je l'aime beaucoup pour la manière dont elle sort de terre, le métro aérien. Mais je la déteste aussi car, en son sein, au travers de quelques stations, le sentiment de suspicion ressurgit brutalement. Le jeune homme en face de moi range son téléphone dans sa poche après m'avoir furtivement regardé. Pourquoi est-ce que tu m'envoies ta peur en pleine gueule? Pourquoi est-ce que tu m'indiques que je suis flippant? Tu as peur que je t'agresse? Mais c'est ta peur qui m'agresse. C'est de ta peur que j'ai terriblement peur. Voilà ce que j'aurais aimé lui dire, mais c'est impossible. Je reste en face de lui, silencieux, en faisant tout pour ne plus croiser son regard. Je sors un livre que je fais mine de lire pour tenter de désamorcer toute suspicion. Quand est-ce qu'on parle de racisme? Par exemple, quand est-ce qu'on parle de racisme? Quand est-ce qu'on aborde cette question? Tu vois, comment? Parce que évidemment, on va devoir l'aborder au bout d'un moment. On n'a pas besoin de l'aborder. Comment? Une cour de récré. Des gamins enragés. Ah bah oui. Ça noir, ça jupe. Et hop, ça part. Mais en tout cas, non, jamais de ma vie j'aurais cette conversation avec mes enfants avant qu'ils m'en parlent en fait. Avant qu'ils se prennent le besoin d'avoir cette conversation. Bah oui, mais parce qu'en fait, t'enlèves toute l'innocence à un Exactement. enfant. Pourquoi tu lui fais ça, tu vois, genre. Ça se trouve, même lui, il comprendra même pas. Ça se trouve, il va. Enfin, ça se trouve, en fait, c'est ça, c'est que tu subis des choses racistes bien plus jeunes, mais tu comprends pas. Et je pense que limite, vaut mieux grandir avec ce truc sans savoir que d'en avoir trop conscience. Qu'est-ce que ça change au final? Le métro poursuit son parcours. Une femme noire, manifestement SDF, entre. Je ne suis désormais plus le seul noir de la rame, mais cela ne m'apaise en rien, bien au contraire. J'ai bien peur que son comportement, s'il est maladroit, me soit associé, car nous sommes les seuls noirs de la rame. Elle se place alors au centre et fait une annonce durant laquelle elle quémande gentiment quelques pièces de monnaie, mais aucune réponse, aucun regard. Ne t'énerve pas, je t'en supplie, ne m'affiche pas, pensais-je. Stalingrad. Elle me regardait silencieusement. Elle me regardait sans doute aussi parce que je suis noir, comme elle, et qu'elle espérait une empathie plus grande de ma part, Stalingrad. une solidarité, un coup de main. J'étais face à moi-même. Son regard vitreux était comme mon miroir. Son regard me renvoyait à mon horrible confort. Pour elle, il était question de vivre ou de mourir. De mourir ou de mourir. Je me retrouvais en face d'elle, totalement impuissant, car je savais que la pièce de 1 euro que je n'avais pas allait seulement retarder son inévitable rendez-vous avec sa maison sans toit, sa prison à ciel ouvert. La rue. La rue et son inépuisable nuit. La rue et son froid cruel. Cette femme était enfermée dehors. Se posait-elle les mêmes questions que les miennes? Certainement pas. Elle n'avait pas ce luxe. À cette femme, guerrière obligée contre le froid et la faim, je voudrais m'excuser. M'excuser de ne rien pouvoir faire. M'excuser pour mon nombrilisme. M'excuser de te laisser avec le ventre vide. M'excuser de ressentir actuellement l'envie de changer de wagon pour ne pas être associé à toi. À suivre. Épisode 3. Nuit noire. Studio Fact,
audio.